Merci beaucoup d'être venu ce soir pour la présentation de ce nouveau guide et la première présentation d'un guide qui a été rédigé en commun avec le CR2PA, donc nos collègues ici présents du CR2PA avec Chantal, et avec la FNTC, puisque nous en avions rédigé 2 autres auparavant sur le thème de la signature. Vous les trouverez tous à l'entrée sur la petite table gardée par Elodie. Mais nous n'avions pas pu faire de présentation présentielle pour cause de Covid. Je pense que vous vous en rappelez tous. On ne va pas revenir sur cette période. Merci beaucoup, ça nous fait très plaisir de vous avoir ici. On va donc vous présenter aujourd'hui ce guide dont le sujet est vraiment la conservation long terme des documents signés. Donc il y a plusieurs personnes qui ont participé à ce guide, la majorité ici, mais il y a aussi Monsieur Gage qui est présent dans le public, qui a largement contribué à la rédaction du guide et de nos versions. Et nous allons commencer, si vous le voulez bien, par un petit mot d'accueil de nos présidents. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Bruno Lalande, par exemple, le CR2PA. Bien, merci. Alors, le CR2PA, un mot de présentation. Le CR2PA, c'est le club de l'archivage managérial. Vous voyez, c'est écrit ici. C'est le club métier des records managers, donc, qui réunit les responsables de politique et de projets d'archivage d'une quarantaine de grandes entreprises ou de grandes administrations. Et c'est le club dans lequel ils se retrouvent pour échanger leurs expériences et réfléchir ensemble aux évolutions du métier. Voilà, le CR2PA et la FNTC se sont rencontrés il y a à peu près 3 ans. On a décidé de travailler en commun. On a pensé qu'on avait un bon niveau de complémentarité entre les expertises technologiques, juridiques de la FNTC et puis les cas d'usage du métier apportés par le CR2PA. Et donc, on travaille ensemble depuis à peu près 3 ans, je disais. Le sujet de la signature électronique et de l'archivage de la signature électronique, c'est tout de suite imposé. Et ça, c'était, tout début 2020, c'était avant le déclenchement de la crise du Covid. Alors, évidemment, après l'explosion de la signature électronique avec la généralisation du travail et des communications à distance, n'a fait que renforcer l'importance de ce sujet. Donc, comme vous voyez, on en est à la 3e saison de la signature électronique. Il y a une 4e qui est en préparation. Et donc, c'est un plaisir que cette présentation puisse effectivement avoir lieu ensemble en présentiel. Merci beaucoup. Je vais parler un petit peu de la fédération de la FNTC, la fédération des tiers de confiance du numérique. Vous le savez, la fédération, pour ceux qui la connaissent, assure la promotion de la confiance numérique. Elle a été créée il y a une vingtaine d'années. Elle assure et elle regroupe, elle agrège, en plus des professionnels de la technique numérique, les institutionnels, ceux qui ont la confiance inhérente dans leur propre statut, dans leur propre gène, puisqu'il s'agit, quand je parle de l'institutionnel, évidemment, il y a toutes les professions réglementées. Donc c'est ce mélange, ce mixage de la confiance dans la société traditionnelle avec tous les acteurs de la confiance dans la société numérique. Donc quand je parle d'institutionnel, je parle des experts comptables, je parle de la Caisse des dépôts et consignations, je parle des greffiers, des tribunaux de commerce, et puis je parle aussi des huissiers de justice ou des commissaires de justice, parce que j'en suis un. Et donc je suis le nouveau président de la FNTC. Donc parmi la FNTC, on trouve aussi des professions juridiques, et à commencer par la représentation ce soir du cabinet Caprioli, qui a contribué énormément à la contribution de ce nouveau guide sur la signature électronique. Je le remercie, et je remercie également tous les autres participants, y compris évidemment le CR2PA, pour leur participation à ce troisième volet sur la signature électronique. La FNTC fonctionne avec un réacteur qui est constitué de groupes de travail. Aujourd'hui, vous les voyez tous affichés derrière vous quasiment. Quand je parle de cœur de réacteur, ce sont des membres qui travaillent pour mettre en œuvre de bonnes pratiques dans l'activité, dans le monde numérique, pour parvenir à fiabiliser et à donner une sécurité à tous ces échanges électroniques. Alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre de groupes de travail qui produisent des guides, notamment ceux que vous voyez ce soir. Toute cette réflexion est menée donc au sein même de la FNTC. Voilà.
J'en dirai pas plus, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse entre les mains de nos intervenants ce soir, que je remercie encore une nouvelle fois pour leur contribution importante pour cette sécurité numérique qu'ils vont nous apporter dans le domaine de la signature électronique ce soir. Merci. Merci Jean-François et merci Bruno. Alors avant de commencer, ce que je vous propose, c'est que l'on fasse une petite présentation des intervenants pour que vous connaissiez un petit peu nos points de vue et les expertises que chacun a pu amener sur ce sujet tout au long des 3 guides que nous avons écrits. Donc on va commencer par Chantal et puis on suivra. Allez. Attention, avec les verres là, ouais. C'est très dangereux là. Moi je suis Chantal Pasquier, je suis membre du CR2PA. Je travaille dans un groupe d'ingénierie qui s'appelle EGIS et je suis chargée de veille d'archivage. Pascal Agosti, avocat, membre de la FNTC, et Eric Caprioli, qui est un des membres fondateurs de la FNTC depuis 2001. Et on est très heureux de pouvoir travailler depuis maintenant quelques années et quelques fascicules avec le CR2PA. Et c'est une expérience aussi agréable professionnellement qu'humainement. Merci Pascal. Donc Amélie Fraisier, donc, je représente ce soir Security.com. On est un opérateur et éditeur de logiciels, opérateur de dématérialisation, et donc notamment de coffres-forts et de systèmes d'archivage électronique. Donc je suis responsable adjointe à la conformité. Et j'ai le plaisir d'animer donc ce groupe de travail commun avec le CR2PA, dans lequel nous travaillons avec beaucoup d'engouement. Bonsoir à tous, Jean-Mathieu Bonnefaux. Alors, je suis le Records Manager du groupe Orano, spécialisé dans le domaine du nucléaire, qui est l'ex-Areva. Ça fait maintenant 4 ans que je suis sur des missions de gouvernance de l'information au sein de ce groupe, et je suis également membre du bureau du CR2PA. Et c'est effectivement avec grand plaisir que maintenant on collabore sur ce groupe de travail de la signature. Et je remercie effectivement l'ensemble de ces membres pour la qualité des échanges et les montées en compétences que cela a mis derrière. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous, Nathalie Chubin. Je suis adhérente au CR2PA. Je suis Information and Records Manager chez Global Energy Management and Sales, qui est une entité business d'Engie. Et je suis rattachée à la direction juridique. Donc, la signature électronique, pour nous, c'est un vrai sujet. J'ai particulièrement apprécié de rejoindre ce groupe de travail parce que je n'étais pas là pour les 2 premiers fascicules. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec mes confrères. Donc, Christelle Pichard, moi je suis Records Manager et chef de projet archivage au groupe Sistra. C'est une société d'ingénierie de transport en commun, donc en charge de la politique d'archivage et de la mise en place d'un système d'archivage hybride. Et donc je suis aussi membre du bureau du CR2PA, et donc c'est avec grand plaisir qu'on a pu monter ce groupe de travail commun. Et donc j'ai participé à la rédaction des 3 fascicules, même si le 3e j'étais un petit peu absente, donc je remercie mes camarades d'écriture d'avoir accepté que je participe ce soir. Et puis alors ce sera peut-être pas une 4e saison, mais on prépare quand même quelque chose pour continuer à parler de la signature électronique, notamment pour prendre en compte un petit peu tous les commentaires qu'on a pu faire depuis la publication du premier guide. Ouais. Super. Alors, merci à tous. Ce que je vais faire, parce qu'il faut que je vois l'écran et je suis en pleine lumière, donc je vais me mettre là. Je me rassirai après. Donc, on va passer. Alors, pour vous rassurer, parce qu'on vient de commencer, ça fait déjà 10 minutes, vous me dites qu'ils sont un petit peu longs, ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Donc, soyez sur les starting blocks. Et surtout, ce qui va vous motiver, c'est qu'à la fin, on ira dans la petite salle qui est derrière pour boire un petit coup tous ensemble, pouvoir échanger sur la signature électronique ou sur d'autres sujets. Et donc ce sera vraiment l'occasion de pouvoir tous partager ensemble. Ok? J'espère que ça vous motive. C'est parti, on y va. Sinon, il ne serait pas là. Bien sûr. Donc le programme aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va avoir 3 parties. Donc la première partie, ça va être qu'est-ce que la conservation à long terme, pour poser un petit peu le cadre. En 2e point, nous verrons pourquoi est-ce que l'on réaliserait la conservation long terme de documents signés dans un système d'archivage électronique. Et en 3e point, eh bien, comment conserver sur le long terme, techniquement parlant, finalement. Donc on va commencer cette première partie avec une définition, et c'est Chantal qui va s'y coller. Donc c'est parti.
Donc effectivement, on va poursuivre un peu notre aventure dans le monde de la signature électronique. Donc les 3 fascicules que vous connaissez. Donc le premier qui a bien décrypté la signature électronique, le deuxième qui détaille un peu plus les méthodes d'archivage, et enfin le troisième qui nous a intéressés et sur lequel nous nous sommes penchés, c'est la conservation à longue durée. Donc je reprends, nous avons repris une définition établie par Marianne Chabin, qui est très importante, enfin certains mots sont très importants. Donc c'est une démarche d'organisation qui a pour objectif d'identifier, de mettre en sécurité et de maintenir disponible l'ensemble des documents qui engagent une entreprise ou un organisme vis-à-vis de tiers ou de son activité future et dont le défaut représenterait un risque. Donc cette définition, il y a plein de termes qui nous ont paru intéressants, donc, qui sont un petit peu soulignés en dessous, c'est identifier, c'est mettre en sécurité, c'est maintenir disponible, c'est aussi éliminer, c'est aussi le risque, c'est l'engagement. Donc là, effectivement, notre rôle d'archiviste, pour ceux qui le sont dans cette salle ou ceux qui ont ces fonctions dans leur entité, va être essentiel car il va falloir retrouver les signatures et toutes sortes de documents donnés sur le long terme pour qu'ils restent visibles, intègres et pérennes. Et là, nous, notre objectif en plus, c'est d'aller sur la longue durée, qu'on a établie à 10 ans, et la très longue durée à 50 ans. Donc là, vous voyez un petit peu les problèmes qui vont venir, parce que là, nous sommes dans le monde du numérique. Et on a trouvé aussi intéressant cette norme OAIS, qui a été établie en 2012 au départ et qui a évolué, qui dit que le long terme est défini comme une période suffisamment longue pour être soumise à l'impact des changements technologiques, y compris à la prise en compte de nouveaux supports et de nouveaux formats de données ou à des changements de la communauté d'utilisateurs. Le long terme peut se poursuivre indéfiniment. Donc là, on va enchaîner grâce à Pascal pour nous expliquer un petit peu le nouveau cycle technologique et les risques d'obsolescence qui peuvent se produire. Merci Chantal. Alors, cette partie sur les changements et obsolescence technologique, eh bien, c'est quelque chose sur lequel je vais parler, mais je ne suis qu'avocat après tout. Donc, je vais tenter de pouvoir vous exposer quelques points de ces risques technologiques, sachant que nous avons eu la chance de pouvoir échanger notamment avec Stéphane pendant la rédaction de ce guide pour ces éléments-là. Alors, l'obsolescence technologique, qu'est-ce que ça veut dire? L'obsolescence technologique, on a pu voir que les capacités de calcul des ordinateurs permettaient désormais de remettre en cause des technologies qui commençaient un petit peu à dater. Donc par rapport à cela, il y a par rapport à ça un risque de cassage de certains algorithmes ou autres qui induisent pour nous un risque particulièrement important. Ça, c'est un point qui est très important. Donc l'obsolescence technologique peut avoir un impact direct, plus ou moins lointain, sur la recevabilité juridique de documents signés. Si je peux casser quelque chose dans le futur, eh bien, mon document signé pourrait être remis en cause, tout simplement. Ça, c'est une première chose. Découlant de cette obsolescence technologique, il y a une remise en cause des principes algorithmiques. On se retrouve avec une technologie particulière d'algorithmie actuelle, on se retrouve désormais avec une réflexion autour d'algorithmes, de cryptologie acrobelliptique ou de tout ce qui pourrait concerner la crypto quantique. Dès le moment où ces termes paraissent, il y a une relativisation de notre actuelle algorithmie, de notre actuelle des clés justement asymétriques sur lesquelles nous avons l'habitude de nous appuyer. Donc peut-être une remise en cause du système dans sa globalité. Donc la technologie peut avoir un impact sur notre vie de tous les jours et les bouleversements technologiques peuvent avoir un impact. Donc derrière tout cela, il y a un facteur d'imprévisibilité qui pourrait avoir une conséquence juridique forte. C'était un point qui était important. Ça, c'est tout ce qui va concerner la technologie. Puis, il y a également tout ce qui va concerner, je dirais, la personne qui fait cela, la perte de confiance. C'est-à-dire que d'un côté, on a des critères qui sont objectifs, et là,
La confiance est un sentiment, c'est quelque chose de subjectif. Et là, il y a une perte de confiance qui s'appuie sur des faits objectifs. C'est quelque chose qui s'était passé il y a de ça maintenant plus d'une dizaine d'années, je crois que c'était 2010-2011. C'est justement une faille dans le cadre du volet organisationnel de DigiNotar et la possibilité d'avoir des vrais faux certificats ou des faux vrais certificats. Choisissez ce qui a évidemment ruiné la confiance dans DigiNotar et évidemment une remise en cause de tout ce qui avait été fait pendant la période où on pouvait faire des vrais faux certificats. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les risques technologiques. Vous voyez que ces risques technologiques peuvent avoir un impact sur quelque chose qui est plus clair, c'est-à-dire les risques juridiques. Alors là, je parle à ceux qui ont déjà suivi le webinaire de rattrapage de la semaine dernière. Qui l'a vu? Ah, 1, 2, 3, c'est bien. Merci de l'avoir vu. Sachez qu'il est toujours disponible sur le site de la FNTC. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que par rapport aux risques juridiques, merci. Je ne sais pas comment le dire, si tu veux, je peux faire des claquettes. Par rapport à ça, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que lorsqu'on appuie sur la signature électronique, le certificat a une durée de validité. 2, 3 ans, moins, que sais-je. Par rapport à ça, au-delà de cette période de 2-3 ans, on risque de se retrouver avec un document qui aurait une coche rouge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance dans une identité qui pourtant était valide au moment où ça a été signé. Donc, on en a parlé toujours dans le webinaire, il y a des choses qui ont été mises en place pour pallier à cette durée de vie limitée. C'est le fichier de preuve, dont on parle assez fréquemment, et qui est souvent reconnu comme une solution pertinente dans la plupart des situations. Alors, que se passerait-il si je me retrouvais avec un certificat comme ça? Bien, un certificat qui est expiré, on pourrait considérer que ce n'est plus un contrat à proprement parler, mais un simple commencement de preuve. La jurisprudence va parfois dans ce sens, la jurisprudence récente, ou tout simplement indiquer que à aucun moment ce contrat n'a existé et on se retrouve avec des éléments liés à la nullité du contrat. Vous voyez que ça a un impact. On ne peut pas se dire on archive et basta. Non, il faut penser l'archivage dans sa durée. Sachez que la plupart des litiges qui portent notamment dans le domaine bancaire ont trait à des problèmes liés au remboursement d'un prêt. On paye une mensualité, 2 mensualités, 10 mensualités, et à la 12e, 13e, basta, on ne paye plus. Basta, ça fait très italien. Basta, tu m'as dit avec l'accent. Oui, mais en plus, c'est ça qui est terrible. Et ce que l'on voit, c'est que la majeure partie des litiges portent sur des affaires au bout de 2 ou 3 ans de vie du contrat. C'est-à-dire que les mensualités, la première année, il n'y a pas eu de souci. Et entre la 2e et la 3e, on commence à avoir ces problématiques qui jouent. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on met en place de l'archivage, c'est quand est-ce que les problèmes peuvent arriver. Il m'est aussi arrivé de me retrouver avec une remise en cause d'un contrat au bout de 7-8 ans. Et dans ce cas-là, le fichier de preuve a été d'une grande utilité pour le client en question. Alors, voilà tout ce qu'on pense, c'est au fichier de preuve et surtout à bien documenter. Pourquoi on doit bien documenter? Pour une seule et unique raison, c'est que quelle est l'utilité de tout ça? Parce que c'est ça qui est important. C'est de pouvoir apporter une preuve pertinente devant un tribunal. C'est de pouvoir dire aujourd'hui et demain, mon contrat est valable et monsieur le juge, je peux rapporter la preuve de cette validité. Donc, c'est pour ça que cette documentation peut être utile, notamment si on en arrive à une expertise.
c'est-à-dire que, on va dire dans 95-96% des cas, le fait de fournir le fichier de preuve sera suffisant. Mais avec le temps et avec la pertinence des juges par rapport à ça, on peut se retrouver avec une demande d'expertise. Et la demande d'expertise va nécessiter derrière une documentation particulièrement poussée. Elle sera poussée notamment lorsqu'on se retrouvera face à une action de groupe, c'est-à-dire plusieurs consommateurs qui décident d'attaquer sur le même fondement. Voilà, donc c'était des éléments par rapport au risque juridique. Maintenant, nous allons passer à la partie qui suit et je laisse la parole à Amélie, qui s'y colle. Alors, deuxième partie, vous l'avez dit, première partie terminée, ça allait très très vite. Donc la deuxième partie, pourquoi réaliser la conservation long terme dans un système d'archivage? Alors, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal travaillé parce qu'il y a une liaison naturelle qui va se faire avec ce que vient de dire Pascal. Première raison, pourquoi est-ce qu'on le ferait dans un SAE, donc dans un système d'archivage électronique? Tout simplement pour respecter la réglementation actuelle et anticiper, pourquoi pas, la réglementation future. Voyons ça d'un petit peu plus près. Alors effectivement, comme vous l'a dit Pascal, le fait d'archiver dans un SAE, ça va nous permettre d'assurer une pertinence juridique face à une pertinence technique. En effet, on le sait tous, enfin peut-être tous, nous en tout cas on est accro à cet article du Code civil, le 1366, qui nous dit que l'écrit électronique a la même force probante, donc la force et la valeur de preuve devant un juge, sur support papier, donc la même force que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane. Pour les personnes qui ont été au webinaire, je pense que là, tout de suite, vous faites le rapprochement. Si on identifie la personne dont émane le document, on va le faire avec une signature électronique qui identifie cette personne par le biais d'un certificat électronique. Magnifique, on s'y retrouve. Et donc, qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Et ces conditions de nature à en garantir l'intégrité et cette conservation, c'est bien l'état de l'art en France de l'archivage qui va nous le donner. Et cet état de l'art, c'est les systèmes d'archivage électronique ou pourquoi pas un coffre-fort numérique, qui répondent à des normes françaises notamment. Ces normes, on les connaît, c'est la NFZ 42013 pour le service d'archivage électronique. D'accord ? Et ensuite, on va... Donc ça va être le premier intérêt. Donc on va dire, pour respecter la réglementation actuelle, cette réglementation actuelle, c'est celle-ci, c'est important. Pascal vient de vous le dire, ça va nous permettre d'archiver le document signé. Mais comme vous l'a dit Pascal, ça va aussi nous permettre d'archiver le dossier de preuve, les éléments de preuve. Il y a plein de vocabulaire pour définir ces preuves. Et donc ces preuves qui vont résulter de la signature, de l'après-signature, donc de la validation de la signature, puis ensuite les preuves liées à l'archivage lui-même, vont venir englober toute cette chaîne de confiance que l'on construit autour de notre document signé et qui vont apporter non pas ici un commencement de preuve, mais bien un fil conducteur de la preuve que l'on va pouvoir présenter au juge. Je suis très fière de ça, le fil conducteur de la preuve. C'est pas mal, c'est bien inventé, c'est arrivé comme ça. Et ensuite, on va également pouvoir anticiper la réglementation future. Réglementation future, on vous en parlera en troisième partie un petit peu plus, mais en fait aujourd'hui, nous l'avons expliqué dans le premier fascicule que nous avons fait, la signature électronique, on a un cadre européen qui l'encadre, et c'est le règlement EIDAS, d'accord ? Notamment sur l'émission de certificats, qualifiés ou non, la création de signatures, etc. Eh bien, ce règlement EIDAS est en cours de modification, que dis-je, on va dire d'évolution. Et donc, cette évolution du règlement EIDAS qui est en cours, elle est en train d'intégrer, on est en train de travailler à l'intégration de nouveaux services de confiance. Et parmi eux, un service de confiance d'archivage électronique, qui sera soit qualifié ou non qualifié, comme tous les autres services de confiance du règlement EIDAS. Donc, on pourra avoir une pertinence qui sera étendue au niveau européen. Et donc, sur un service de confiance d'archivage électronique qualifié, on bénéficiera de la présomption d'intégrité pendant toute la période de conservation. Donc, comme quoi, finalement, le fait d'archiver, c'est pas seulement une lubie française, parce qu'on le voit bien au niveau européen, on commence à voir l'intérêt
justement avec la multiplication des usages de la signature électronique, et bien l'intérêt aussi d'aller prolonger la fiabilité et l'intégrité jusque dans l'archivage. D'accord ? On va passer à la deuxième petite partie et on va parler avec, je ne sais plus, Nathalie, de la responsabilité. Merci Amélie. Alors effectivement, la seconde raison pour laquelle on doit réaliser la conservation à long terme dans un SCE, c'est tout simplement parce que en tant qu'archiviste ou records manager au sein d'une entreprise ou d'une organisation, je suis responsable des archives qui me sont confiées. Et donc à ce titre, je me dois de veiller à ce qu'elles répondent à l'état de l'art en matière d'archivage à long terme. Donc l'utilisation ou la mise en place d'un système d'archivage électronique couplé évidemment à une politique d'archivage, des règles, des procédures, permet de répondre à ce besoin de conservation long terme. Ça assure aussi donc, la traçabilité, la pérennité et la sécurité. Donc en résumé, cet écosystème garantit un archivage de qualité et permet à l'entreprise ou à l'organisme qui le déploie de répondre aux obligations légales, de se prémunir contre le risque de non-disponibilité ou de surconservation des documents, ça c'est important, bref, de défendre au mieux ses intérêts en cas de litige ou d'audit. Donc vous me direz d'accord, mais en fait, qu'est-ce que l'état de l'art en matière d'archivage long terme? Comme vient de le dire Amélie, la norme NF Z42013 dont vous avez, je pense, tous entendu parler, fait référence à cet état de l'art. Donc la dernière version du texte remontait à 2009 et s'intitulait, c'est un peu lourd, Spécifications relatives à la conception et à l'exploitation de systèmes d'information en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes. On a essayé de simplifier, donc il y a un nouveau texte qui a été mis à disposition des organismes et entreprises en octobre 2020, je pense que vous savez, c'est donc relativement récent, et ça prend une nouvelle orientation en devenant un recueil d'exigences et de recommandations pour l'archivage électronique. Et donc l'objectif est clairement précisé maintenant dans son titre, qui est archivage électronique, recommandations et exigences. C'est beaucoup plus simple. Et ce texte plus clair, moins technique et compréhensible par un large public, s'adresse donc à toutes les structures qui souhaitent construire ou déployer un système d'archivage électronique. Et rend plus opérationnelle donc, sa mise en œuvre. On ne va pas rentrer dans le détail de la norme, parce que ça serait beaucoup trop long, mais ce qui est important de garder en tête, ce sont quelques critères essentiels à respecter pour réaliser cette conservation long terme. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour respecter cette conservation? Dans mon processus d'archivage, je m'assure et je respecte le cycle de vie des documents engageants qui m'ont été confiés et donc par là même la durée de conservation qui a été établie au préalable. Je dois également m'assurer du maintien de l'intégrité de mes archives, c'est-à-dire de m'assurer que ces documents n'ont été altérés d'aucune façon à partir du moment où ils ont été déposés dans le SAE. Donc, ils doivent avoir subi aucun ajout, aucun retrait, aucune modification, que ce soit accidentellement ou intentionnellement. Et pour cela, je suis aidée par des procédés techniques qui sont encapsulés dans le SAE. Je pense à l'horodatage, au scellement. Et on a aussi à disposition des journaux qui tracent toutes les actions qui sont effectuées dans ce SAE. Enfin, je dois m'assurer de la disponibilité, l'accessibilité et la lisibilité de mes archives dans le temps. On a parlé tout à l'heure, tout au long de leur durée de conservation. Donc après vous avoir expliqué pourquoi conserver sur le long terme dans un SAE, je vais maintenant passer la parole à Estelle, qui va vous expliquer comment conserver sur le long terme. Je sais pas si ça va. Alors, juste avant de passer à la partie comment, on va terminer sur le pourquoi on conserve dans un SAE. Moi, je vais vous parler d'un mot qui est absolument essentiel et que tous les archivistes connaissent bien, ou en tout cas devraient bien connaître, c'est la réversibilité. Donc, c'est la troisième raison pour conserver dans un SAE. Pour ma part, à mes clients internes, comme je les appelle, j'ai coutume de dire on va archiver pour retrouver. On n'archive pas pour le plaisir d'archiver, on archive pour retrouver quelque chose. C'est bien pour cette raison qu'on fait tout ça. Donc on veut pouvoir retrouver les éléments dont on aura besoin éventuellement dans un futur qui sera peut-être pas si lointain ou un futur lointain.
et on veut pouvoir tout retrouver, que ce soit fiable, exploitable et défendable, comme l'a expliqué Pascal avant. Donc le principe clé, c'est la réversibilité. La réversibilité, c'est quoi? C'est le principe d'extraction d'un système de stockage de tout ou partie des documents qui y sont conservés, ainsi que de toutes les métadonnées associées. Donc ça permet d'éviter la dépendance par rapport à un système, en permettant de migrer l'ensemble des documents d'un système vers un autre, ce qui nous permet de ne pas être pieds et poings liés avec un système. Même si je change de système, même si je change de prestataire, je dois pouvoir retrouver les éléments archivés. Attention, souvent, la réversibilité, elle apparaît comme une clause contractuelle, mais les principes pratiques ne seront connus que lorsqu'on en aura réellement besoin et généralement rapidement besoin. Et là, c'est trop tard. Donc il est important de bien se mettre d'accord sur les conditions de réversibilité en amont. On devra pouvoir restituer les documents, mais aussi l'ensemble des éléments à vocation probatoire, c'est-à-dire l'ensemble constituant un dossier présentable en tant que preuve. On l'a vu dans le deuxième fascicule pour ceux qui l'ont déjà lu ou qui ont suivi les webinaires. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir retrouver? C'est les documents signés eux-mêmes, mais aussi les documents justificatifs et le rapport de validation pour garantir la confiance en la signature, ça c'est le fascicule numéro 2. Et les preuves de l'archivage, le journal d'archivage, tous les événements liés à la gestion du cycle de vie, y compris l'attestation de destruction, c'est-à-dire la preuve que le document a été supprimé, car conforme à la politique d'archivage et la durée de conservation appliquée. Alors, attention à bien vérifier aussi ce que le prestataire de signature appelle archivage. Là, on le dit avec notre casquette d'archiviste, pas forcément de prestataire justement. Avant de confirmer de vouloir utiliser le service, dès le début des échanges, en vue du contrat avec le prestataire, il faut pouvoir se mettre d'accord sur certains points, des points essentiels. Qui archive quoi? Qu'est-ce qui est conservé? Comment cela va-t-il être conservé? Combien de temps? On l'a déjà vu dans le fascicule numéro 2 également. Toutes les réponses à ces questions, elles doivent répondre à vos exigences de conservation et non à l'application d'une règle standard que le prestataire vendra. Sinon, on est dans la gestion de la rétention des documents dans l'application, mais sans prendre en compte la gestion du cycle de vie. C'est pour ça que les normes du métier existent. Elles donnent l'opportunité aux prestataires d'afficher auprès de leurs clients qu'ils suivent les prescriptions de la norme, telles que la marque NF461, pour la conformité à la Z42013, et donc l'assurance d'utiliser un système d'archivage électronique SAE conforme à la Z42013. Maintenant qu'on a terminé sur le pourquoi, on peut passer aux commandes. Je t'en prie, la moitié. Je vais bouger un petit peu. Je vais changer mon introduction histoire que ce soit un petit peu plus fluide. Tout à l'heure, Chantal a évoqué le modèle OLIS et également derrière Pascal a insisté sur les risques d'obsolescence technologique. Et effectivement, dans la poursuite de cette compréhension du comment conserver sur le long terme, il faut effectivement voir qu'au-delà des conditions de bon archivage qui nous ont été exposées, il faut se poser la question du maintien aussi de cette pérennité dans le temps derrière. Et en cela, du coup, se pose la question des formats. C'est pour ça qu'on avait souhaité, dans cette troisième partie du guide, faire un focus sur le côté glissant de la gestion des formats. Et c'est vrai que du coup, en dehors de tous les principes techniques qu'on vient de voir, c'est également une question de gouvernance de l'information, de déploiement d'une politique d'archivage pour un peu maîtriser ce cycle de vie. Pascal a évoqué tout à l'heure, au fur et à mesure des années, le côté potentiellement glissant des contentieux, et donc du coup, ça fait partie des missions des professionnels de l'information de protéger les intérêts de son organisation et de maîtriser vraiment bien les documents qui ont été créés. Alors donc, effectivement, faire de l'archivage numérique pérenne, c'est également du coup, mettre un ensemble de moyens en œuvre pour maintenir cette disponibilité. Donc, d'avoir une politique d'archivage qui est orientée en amont sur la question des formats en entrée, ça permet derrière de contrôler un petit peu ce cycle de vie. Alors, on voulait insister effectivement sur le rôle pivot, le rôle central un petit peu du format de l'archive. On vous a remis ici une définition simple, voilà, savoir qu'est-ce qu'un format, c'est la nature du document informatique qui permet derrière d'obtenir la bonne information pour pouvoir aboutir à sa relecture. En général, dans le nommage du fichier, les trois caractères suffisent à définir quel est le
bon format. Et donc, eh bien, ce qu'on a indiqué derrière, c'est que les bonnes conditions de pérennisation de ce format, ça permet de jouer un triptyque gagnant, donc la pérennité, en conservant l'intégrité du document dans le temps, son accessibilité en pouvant être en capacité, via des métadonnées, de retrouver le document sur son support de stockage, et derrière, bien évidemment, la lisibilité du document. Pascal le dirait mieux que moi, il faut être en capacité de produire un lisible. Et donc, du coup, derrière, forcément, à travers cette notion de format, c'est la capacité de toujours rendre intelligible le document qui est ainsi conservé. Et donc, eh bien, à partir de là, pour éviter l'impasse, il faut s'orienter vers la notion de migration de format. On pousse, nous, vers une migration de format durable. Alors, qu'est-ce que serait un format durable? Ce serait en premier lieu un format qui serait publié, dont les spécificités seraient ainsi rejouables éventuellement par un développeur qui pourrait être en capacité de refaire un développement pour maintenir la lecture du document en question. Un format durable, c'est également un format qui est du coup très utilisé ou qui va également l'être. Donc, cela oblige le professionnel de l'information à une certaine agilité également pour maîtriser ce cycle de vie. Et derrière, c'est également des standards qui sont définis par nos normes métiers. Nathalie et Estelle les ont notamment évoquées. On a un certain nombre de recommandations également sur nos normes métiers. On vous a mis également un focus sur un guide du CER2PA sur des listes de formats qui ont été établies par des professionnels qui donnent un certain nombre d'indications. Et par ailleurs, vous pouvez retrouver des informations qui ont été collectées par les archives nationales australiennes, le Canada et également les archives de Zurich qui ont travaillé sur la bonne information et les bons formats qui seraient à préserver. Et donc, choisir un format durable, ça n'empêche pas qu'il faudra à un moment anticiper son obsolescence. Et là, on bascule sur la notion de conversion, cette fois de format, sur laquelle on a souhaité faire également un focus dans le guide. Encore une fois, en insistant sur la notion de gouvernance, puisque là, on est sur un côté, encore une fois, glissant dans le temps en ce qui concerne la gestion de cette conversion de format. Et encore une fois, derrière, la politique d'archivage qui se doit d'être agile et indicative pour donner les bons principes pour gérer cette conversion de format. Et du coup, on a souhaité faire un focus sur les suggestions qui existent, les hypothèses qui préexistent. Des hypothèses de migration du coup de format en amont, tout éventuellement archivage dans un système d'archivage électronique. La conversion ensuite au moment du passage, au moment de l'archivage, le versement des documents dans le système d'archivage électronique. Et derrière, il y a également tout ce qui va être conversion au gré de projets de récupération de bases de données et autres. Et du coup, par rapport à ces hypothèses qui existent, on a fait un focus sur 3 suggestions qui nous paraissaient intéressantes. C'est de conserver le format source avec toutes ces ressources de lecture. Également, de converser, de réaliser une conversion au moment du passage dans un système d'archivage électronique sur des formats pérennes, ne serait-ce que déjà pour anticiper sur cette resibilité du document. Et derrière, également de maintenir avec les outils à disposition la traçabilité des opérations avec les journaux d'audit et cycles de vie qui sont inhérents au système d'archivage électronique. Et donc, ce qui était important pour nous également à travers ça, c'était aussi de faire un focus sur d'éventuelles questions sur la garantie du coup de ces supports de conservation et également sur le contrôle de l'obsolescence des formats. Et on ouvre dans le guide sur des pistes ou sur des voies d'audit dans le cadre d'un processus qualité, en notamment un audit un petit peu des ressources mises à disposition des tiers archiveurs et également, et Pascal le dirait encore une fois mieux que moi, en ouvrant une voie contractuelle du coup, pour fixer un petit peu cette garantie. Et donc ce qui était important pour nous de vous montrer à travers cette gestion des formats, c'est que du coup on part finalement, on a l'impression de partir sur des données qui sont figées, qui ont été finalisées, et finalement on se rend compte que l'on est sur une maîtrise de documents qui peuvent évoluer dans le temps. Et du coup à partir de là, à l'instar d'autres domaines d'activité à venir comme la facturation électronique, on
pour faire un petit peu de teasing, on doit être en capacité du coup de recruter un certain nombre d'éléments, de pistes d'audit, de pistes numériques d'audit autour de la conversion de ces documents. Et du coup, c'est tout un écosystème qu'il faut reconstituer pour montrer derrière la véracité, la traçabilité dans le temps du coup de ces documents. Et donc ce sont autant d'enjeux qui concernent la conservation long terme sur laquelle nous souhaitions faire un focus dans ce groupe. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Mathieu. Oula. Attention. Voilà. Et donc pour finir, dernière ligne droite. Donc pour finir sur ce comment est-ce que l'on va faire cette conservation long terme, on va terminer, vous l'avez bien vu, avec tout ce que vous a expliqué Jean-Mathieu sur le format, la conversion finalement, sur déjà des archives qui dans le temps ne sont pas aussi figées qu'on le pense. On va finir sur les techniques cryptographiques pour maintenir l'intégrité. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que finalement aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, on a la réglementation, on va dire, actuelle, donc on a finalement la norme française, l'état de l'art de l'archivage en France qui utilise une technique, et puis le règlement EIDAS nous a apporté une deuxième technique, d'accord, qui se développe aussi. Donc on va voir ces deux écoles ici, ces deux méthodes. La première méthode, c'est celle que l'on appelle l'extension de fiabilité de la signature au-delà de sa période de validité technologique. Magnifique. Mais c'est mieux comme ça, extension de fiabilité de la signature. Donc c'est ce que l'on appelle aussi, j'ai envie de dire un petit peu plus vulgairement, de la sursignature. Donc c'est le fait d'étendre la fiabilité de la signature en prolongeant la validité du certificat. On parle ici de la signature qui a été apposée sur le document. D'accord ? Et donc, on va prolonger la validité du certificat. Comment ? Eh bien, soit en appliquant une nouvelle signature ou un nouveau cachet. D'accord ? Parce que forcément, si on applique une signature ou un cachet, ça veut dire qu'on a renouvelé notre certificat, ça veut dire que celui-ci est normalement valide. Ou alors, on va pouvoir mettre un horodatage, par exemple, qualifié. On parle ici de qualifié parce qu'en fait, on a un service de confiance dans le règlement EIDAS. C'est le service de confiance de la conservation des signatures et des cachets qualifiés. D'accord ? Donc c'est un service qualifié. Donc c'est pour ça qu'on parle ici toujours de ce niveau qualifié. Cette méthode, donc on vous l'a dit, elle est largement utilisée et recommandée dans le règlement EIDAS puisqu'elle s'appuie sur une norme ETSI que la majorité des pays qui conforment l'Union européenne ont utilisée dans leur référentiel pour pouvoir donner aux prestataires qui le souhaitent ce service de confiance en qualifié. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui, pour tout le monde? Je reformule ma phrase parce qu'elle est un petit peu moche. Les prestataires qui souhaitent être qualifiés pour prêter ce service de conservation des signatures et cachets qualifiés doivent le faire en se reposant sur des référentiels qui sont, on va dire, mis en place par les organes de contrôle. Il y a un organe de contrôle par pays dans l'Union européenne. En France, c'est l'ANSSI. Et donc, ces organes de contrôle se basent en général sur le référentiel ETSI, mais dans certains pays, ils se basent aussi sur une autre école, une autre méthode, comme c'est le cas en France. D'accord ? Et c'est la méthode du service d'archivage électronique selon la NFZ 42013. C'est-à-dire que dans l'état de l'art en France, pour maintenir l'intégrité des archives, qu'est-ce que l'on fait? On va faire une empreinte digitale de l'archive, dès qu'on la verse, hop, on calcule son empreinte. D'accord? On va pouvoir donc à n'importe quel moment vérifier cette empreinte pour vérifier que le document n'a pas été altéré, de manière intentionnelle ou non, comme vous l'expliquez Nathalie tout à l'heure. Et puis, on va avoir la journalisation du cycle de vie de l'archive et des opérations essentielles qu'elle a subies. Donc ça, vous le connaissez tous, c'est le journal de cycle de vie, c'est-à-dire c'est une journalisation avec des empreintes aussi, etc., de tout ce que l'on a fait sur l'archive et de tout ce que l'on a fait au sein du système d'archivage électronique. D'accord ? Donc là, ce que l'on voit, c'est assez intéressant, c'est qu'au-dessus, on a une méthode qui nous permet de garantir l'intégrité de la signature, et en dessous, on a une méthode qui nous permet de garantir l'intégrité du document, qui peut être porteur ou non d'une signature. Et comme vous l'a expliqué, comme on vous l'a finalement expliqué un petit peu tout au long de cette présentation, c'est qu'on a bien vu qu'en termes d'archivage,
on ne parle pas seulement que de l'intégrité d'une signature, mais on parle d'autres choses. On parle de choses beaucoup plus complexes, comme vous l'avez expliqué. Donc on peut avoir des conversions de format en entrée, on peut avoir de la migration de format sur le long terme pour garantir la pérennité du document et sa lisibilité. Donc c'est vraiment, on va dire, deux méthodes différentes qui vont être utilisées, je pense, pour des cas d'usage différents. À relever ici aussi, quelque chose qui en tout cas est un cas assez, on va dire, cocasse en France, c'est que finalement en France, si je suis un prestataire qui, par exemple, possède la marque NF461, donc qui possède un outil, un système d'archivage électronique, et je souhaite acquérir la qualité de prestataire qualifié pour le service de conservation, d'accord, des signatures et des cachets électroniques qualifiés, eh bien je peux le faire puisque l'ANSSI reconnaît la norme NFZ 42013 comme référentiel de base pour cette qualification. Par contre, si je suis un prestataire qui utilise la première méthode selon les normes de l'ANSSI, je peux faire de la conservation de signatures. Par contre, je ne peux pas prétendre à faire de l'archivage, comme nous l'avons entendu et expliqué aujourd'hui. D'accord? Donc ça, c'est une situation un petit peu cocasse. Mais ça nous, finalement, ça nous ramène sur le sujet de la deuxième version du règlement EIDAS, qui finalement va bien décorréler les deux services. Celui de la préservation des signatures et des cachets d'un côté, et celui de l'archivage, qui pourra devenir qualifié. Et je laisse la main pour terminer à Pascal, qui va nous parler un tout petit peu de cette réglementation future, EIDAS. Mais juste un tout petit peu. Un tout petit peu. Alors, en fait, depuis 2021, depuis le 3 juin 2021, le règlement EIDAS est en cours de révision. De nombreux services de confiance vont désormais être intégrés au panel de services de confiance préexistants. Comme l'a très bien évoqué Amélie, tout ce qui concernait le service de conservation des qualifiés, des signatures électroniques, elles-mêmes qualifiées, des cachets qualifiés, n'est pas touché par cette réforme. Mais il y a ce nouveau service d'archivage électronique qui devrait devenir à 99,9% qui devrait devenir un service de confiance à part entière. Donc, bien comprendre, on est en 2021, 3 juin 2021, et depuis, il y a de nombreuses versions du texte qui ont fait jour. On en est au 6e compromis, 2021, 2022, avec, dans un premier temps, ce qui s'est passé pendant la présidence française de l'Union européenne, avec un texte qui a donné des contours au service d'archivage électronique, puisque au tout début, il n'y avait qu'une définition de l'archivage électronique et pas d'effet juridique attaché. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un service d'archivage électronique qualifié, mais on ne savait pas ce que ça apportait de passer cette qualification. Il n'y avait pas écrit dans le projet de règlement qu'est-ce que ça apportait en plus que d'avoir un service d'archivage normal. En fait, quand on est qualifié, évidemment, le juge regarde d'un bon œil ce qui va être fourni, qui est issu de ce service d'archivage électronique qualifié. Mais là, il n'y avait pas ces effets juridiques attendus qui ont été évoqués par Amélie, notamment autour de l'intégrité, mais aussi autour du caractère correct de l'authenticité de l'origine du document signé en tant que tel. Donc, on voit quelque chose qui est très important, c'est en plus une bataille entre les États du Nord et les États du Sud, autour de ce qu'est de l'archivage électronique. Là, par exemple, la dernière bataille en date, c'est le fait de faire disparaître le terme de document, hop, pour apparaître celui de données. Archivage de documents, c'est une chose, l'archivage de données, c'est une autre. Et on en est là, et pour ceux qui connaissent bien l'archivage, et ils sont nombreux ici, archivage de documents et archivage de données, c'est pas pareil. Les exigences, les contraintes qui s'imposent sur de l'archivage de documents, eh bien,
on le sait, elles sont liées à un régime juridique déterminé, tandis que sur de la donnée, on va avoir une réflexion qui va être posée autour de la typologie de la donnée en tant que telle. C'est-à-dire que si j'ai de la donnée à caractère personnel, on va avoir sans doute le règlement général de protection des données qui va trouver à s'appliquer, mais sur la finalité, c'est-à-dire l'exigence qu'il pose sur qu'on peut avoir par rapport à un document commercial, on va le conserver pendant un certain temps, d'une certaine façon, parce qu'on a un objectif là, ça va être sur une donnée, et cette donnée, elle va pouvoir être utilisée à différentes fins. Donc, on va se retrouver avec un caractère beaucoup plus protéiforme et un peu moins, je dirais, clair, un cadre moins clair. Voilà. Donc, on en est sur ce volet-là. Donc, à la fois des effets juridiques, mais au-delà des effets juridiques, des exigences qui vont être portées. Parce que, désormais, le tiers archiveur qui veut avoir un service d'archivage électronique qualifié va pouvoir indiquer qu'il est prestataire de services de confiance lui-même qualifié. Tant que nous n'avions pas ce service en tant que tel, on pouvait dire qu'on est tiers archiveur, on est un tiers de confiance, mais en tant que tel, on n'est pas PSCO, tout simplement parce que l'archivage ne faisait pas partie des services de confiance. C'est basique, simple. Maintenant, cette notion de prestataire de service de confiance, une appellation juridique, va pouvoir être conférée à ce prestataire. Donc un prestataire de service de confiance qualifié, donc des exigences qui vont être à prendre en considération, avec ce que disait Amélie tantôt, c'est tout ce qui va concerner l'extension de validité, de durabilité de ces données au-delà de la période initiale. Et enfin, on se retrouve également avec la possibilité donc d'avoir des éléments, des exigences qui seront très clairement spécifiables, entre guillemets, dans un contrat qui va pouvoir nous lier, sachant qu'à chaque fois qu'on a un prestataire de service de confiance qualifié, il y a des exigences contractuelles. Donc, grâce à cela, on va pouvoir avoir une certaine lisibilité de ce qu'un client, mais aussi un prestataire peut donner par rapport à ce type de service. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant dans l'absolu. Donc, on tenait vraiment à terminer sur cet horizon. Parce que c'est comme ça que l'on construit, c'est-à-dire on a pu travailler tous ensemble autour de quelque chose, cette conservation long terme, mais on sait très bien que le travail n'est jamais terminé. Nous sommes tous ici des Pénélopes. Nous sommes tous ici des Pénélopes. Et Ulysse ne reviendra pas. Je suis désolé, parce que bon, Ulysse, on sait très bien que nous n'aurons jamais terminé notre travail. C'est terrifiant, mais aussi formidable. Merci à tous. Voilà où s'achève notre présentation. Donc je vous propose maintenant d'ouvrir la parole pour que vous puissiez poser vos questions, si vous en avez. Et j'espère que vous en avez, puisque nous ne passerons pas à l'apéritif avant qu'il y ait eu au moins 3 questions. C'est une tradition. Donc allez-y. Elle est dure. Très dure. Oui, Hervé. J'ai une question en fait sur la partie service d'archivage, le futur service d'archivage qualifié. Quel sera le niveau d'exigence selon vous qu'il va y avoir? Est-ce qu'on va être au même niveau que la France derrière les systèmes de journalisme privé, des technologies de type blockchain qui permettent d'aller assez loin sur le salon des objets, ou est-ce qu'on va être plutôt sur des logiques anglo-saxonnes? On va rester sur des niveaux d'audit trail un peu classiques qui risquent du coup de déqualifier un peu le servir par rapport à notre état d'art. Je ne sais pas si c'est déjà en cours de négociation. Alors, oui, justement, là je parlais d'une bataille entre les États du Nord et les États du Sud. Par rapport à ce que tu es en train de dire, on va avoir une concertation, on va voir un petit peu ce qui en sort. Il faut que tu saches que tout le volet archivage, il a beaucoup bougé en fonction des compromis. Nous avions une vision sous la présidence française
qui permettait justement d'avoir un haut degré d'exigence, qui a largement été remis en cause à partir de juillet 2022. Donc, je dirais que, pour répondre à ta question, ça va dépendre de l'état du compromis. Est-ce qu'on va troquer un moindre niveau de sécurité, d'exigence technique dans l'archivage électronique contre une contrepartie par rapport à notre service de confiance ou par rapport aux wallets d'identité, parce que là aussi c'est un gros sujet avec d'énormes conflits entre d'une part le couple encore existant, en tout cas dans le domaine franco-allemand sur l'identité, parce qu'il y a la même vision, ou au contraire une vision plus souple. Donc il y a tout ça qui va rentrer en jeu. Donc, te donner une réponse définitive serait prétentieux, et je pense il faut voir ce qui va se passer à la fin d'année autour de cette concertation. Oui, dans la même idée, juin 2021, 6e version du texte, la France n'est plus présidente à l'UE. Est-ce qu'on a une idée éventuellement de la date à laquelle on aura le texte Alors, je ne suis pas Madame Irma, mais il me semble, tu noteras que c'est vraiment inconditionnel, que nous devrions à... Pardon ? Oui, mais il semble qu'on est sur du conditionnel. Il semble qu'il y a une condition. Ce n'est pas du conditionnel, mais... Non, mais il n'y a pas de problème. Il semblerait, donc si vous préférez, qu'on ait quelque chose en... Je dirais début d'année prochaine. Mais je ne suis pas Madame Irma et c'est ce que j'ai entendu. Mais je suis quand même dubitatif. Le doute. Voilà, le doute m'habite. Oui. Oui, j'ai deux questions. Une question, est-ce qu'il y a un bilan de l'expérience du service d'archivage électronique qui avait été mis en place par la Belgique déjà en 2014. Et deuxième question, excusez-moi, je me permets d'en poser deux. Ça fera 4. Il y en a un qui arrive à l'apéro. Est-ce que quand le nouveau texte, donc les nouveaux services de confiance IAIDAS seront mis en place, est-ce que du fait que c'est un règlement d'application uniforme, ça voudra dire que les normes françaises ou les alternatives françaises tomberont? Deux très bonnes questions. Alors, pour répondre à la première question, effectivement, pour rappel du contexte, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, en 2016, lorsque le règlement AIDAS que l'on connaît actuellement a été mis en vigueur, la Belgique, dans son décret royal pour l'application du règlement AIDAS dans sa nation, a en fait rajouté un service de confiance qui était celui de l'archivage qualifié, l'archivage électronique qualifié. Mais non, la réponse est non, il n'y a pas eu de retour d'expérience de la Belgique, en ce sens qu'en fait, la Belgique a mis tout d'abord pas mal, il fallait du coup qu'il fasse un référentiel pour que les prestataires puissent se faire qualifier et puissent prêter ce service d'archivage qualifié. Ça a mis pas mal de temps. Et malheureusement, le Covid n'aidant pas, et arrivant ensuite à une date à laquelle le règlement EIDAS a commencé à être révisé, ils ont laissé tomber. Par contre, les collaborateurs au niveau règlement EIDAS de la Belgique participent à une commission européenne de normalisation, et ça va répondre à votre deuxième question, qui s'est formée il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, sous la présidence française d'ailleurs, de la FNOR, et qui travaille aujourd'hui justement à mettre en relief une norme d'archivage européenne. Et donc cette commission européenne de normalisation a été citée dans les compromis de modification du règlement EIDAS comme une source qui pourrait donner lieu à une norme d'archivage qui pourrait donc être un référentiel pour ce prochain service d'archivage. Et donc, effectivement, vous comprenez dans ce que j'ai dit, c'est une commission européenne de normalisation, présidence française, donc forcément qui va défendre finalement la position française de l'archivage et notre histoire aussi, parce qu'on est tout de même en France, nous avons une histoire assez longue et assez fournie quant à l'archivage, et notamment quant aux normes et aux certifications qui y sont rattachées. Juste
sur le point de l'harmonisation cadre d'AS 2, il ne faut pas oublier qu'il y a un mouvement aujourd'hui de fond vers l'application du Cyber-Act et de remonter au niveau européen l'ensemble des référentiels. La France était frileuse, elle a lâché sur ce sujet. Et la question qui va se poser effectivement dans les années à venir, c'est cette harmonisation au niveau européen. Pas de commentaires sur la diversité de l'Europe. Pour être encore plus précis que Stéphane là-dessus, il faut savoir que le règlement IDAS V2 se scinde en deux autour de l'applicabilité du Cyber Security Act. Le Cyber Security Act va s'appliquer sur tout ce qui va concerner le wallet, identité numérique. Sur tout ce qui va concerner les services de confiance, en fait, on va s'appuyer avant tout sur la NIS, sur la SRI 2 qui vient d'être votée et qui doit bientôt être publiée, en tout cas en début du mois de décembre, dans le JOUE, le journal officiel de l'Union européenne. Donc on a à la fois le Cyber Security Act pour certains éléments et la SRI 2 et NIS 2 qui s'appliquera sur les services de confiance et surtout le volet certif, puisque la SRI 2, la NIS 2 va aussi en parler évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a eu un abandon de souveraineté autour de la certification des produits et services de confiance depuis 2018. Effectivement, tu as raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ah oui, alors. Comme vous l'avez dit, Pascal, tout à l'heure, il semble, c'est vrai qu'il faut l'utiliser comme conditionnel. Semblerait que la V2 d'AIDAS, justement, sur le service qualifié d'archivage, concerne plus les données que les documents, par les conditionnels. On est bien d'accord que c'est extrêmement différent de conserver des données, conserver des documents. À mon niveau, je pense que c'est plus compliqué de conserver les données, parce qu'on va avoir quelque chose qui ne va pas être palpable, qui va être très volatile, qui peut se diffuser énormément, extrêmement sensible et moins clair. Qu'est-ce que ça aurait véritablement comme impact pour les structures? Donc j'ai surtout en tête structures privées, parce qu'il semble que les structures publiques ne soient pas touchées peut-être. Il semblerait que les archives publiques ne soient pas touchées, et donc ça serait un gros pan en fait de la gestion documentaire en France par exemple qui ne serait pas touché. Donc est-ce que même ça serait quand même applicable? Est-ce que ça serait un prestataire par exemple qui serait service d'archivage qualifié pourrait mettre en avant ça par exemple pour proposer ce service à des administrations publiques, sachant que donc ça ne serait pas directement visé? Est-ce que les administrations pourraient être intéressées par un service d'archivage électronique qualifié? C'est la question qui est sous-jacente, est-ce que je l'ai bien saisi? C'est la question? Alors, l'archivage des données. Au début, c'était sur l'archivage des données, voir un petit peu dans l'application véritablement, donc là on peut même rester sur le privé ou un niveau d'abstraction au-dessus. Qu'est-ce que ça a véritablement comme impact de différence entre les données et les documents? Vas-y, Pascal. Voilà. Mais c'est parce qu'on pose des questions, hein. Sinon je ne répondrai pas. Par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine de l'archivage public a déjà des règles qui sont très spécifiques. On se retrouve avec une doctrine SIAF qui est quand même particulièrement détaillée et je dirais protectrice. Donc à mon sens, le fait qu'il y ait cette exclusion, en tout cas c'est dans les projets, c'est dans les conditionnels comme vous l'avez indiqué, pour moi, je pense que ça... C'est mon sentiment, donc ce n'est qu'un sentiment, d'accord? Je pense que ça disqualifierait la proposition de services d'archivage électronique qualifié à destination des organismes publics. Je pense, parce que on se retrouverait avec des exigences qui pourraient être suffisamment éloignées et pour ces organismes publics, je pense qu'ils ne verraient pas forcément l'intérêt de verser là-dedans. De verser dans les deux sens, évidemment, verser dans le service et verser dans ce nouveau domaine. Juste de manière un petit peu plus concrète,
pour compléter un petit peu votre réflexion. C'est vrai que toutes ces discussions un petit peu autour de l'évolution des textes de manière pratique pour des professionnels de l'information comme nous, ce sont des armes supplémentaires vis-à-vis de nos interlocuteurs, tels que des data managers, des CDO également. C'est vrai qu'on arrive à franchir ce pas de dialogue avec des spécialistes de ce type-là, mais derrière, parce qu'il y a davantage de reconnaissance de l'archivage dans des textes quand même assez haut placés, qui ont un certain écho. Pour nous qui sommes dans la promotion un petit peu de ces outils-là au sein de nos organisations, je parle notamment pour le privé par rapport à ma situation, ça nous donne vraiment des armes supplémentaires là, pour capter un certain nombre de projets. Voilà, un peu de manière basique, je pense que mes consoeurs et confrères ne vont pas me contredire. Quelquefois, on est toujours à faire de la pédagogie sur la différence entre stockage et archivage, les données, les documents, on l'avait dit. Et c'est vrai que quelquefois, quand on s'adresse à une population qui est assez basée sur des process qualité, une population un petit peu d'ingénieurs et également sur des structures data office, le fait d'avoir cette labellisation derrière ou ces discussions à haut niveau, ça nous permet vraiment derrière d'embrayer sur vraiment la notion de préservation long terme. Là, je prends par exemple la mise en place de la norme ISO 24143 qui a été publiée il y a quelques temps, qui derrière vraiment nous permet de nous légitimer sur toute la chaîne au niveau de la gouvernance de l'information. Ça nous permet vraiment derrière de nous légitimer sur le positionnement qu'on a sur certains sujets, la signature électronique, la facturation électronique à venir, et également sur le déploiement de l'archivage électronique et des systèmes que les idées proposent. Si je peux compléter un petit peu avec Estelle, on travaille dans un autre groupe de travail qui s'appelle MIND, c'est un programme de recherche, et on doit traiter, on est copilote toutes les deux, du BIM et de l'archivage. Le BIM, c'est Building Information Modeling, et c'est aussi les maquettes numériques, en fait, parce qu'on travaille dans des boîtes d'ingénierie. Et effectivement, on doit réfléchir à comment j'ai archivé ça. Et là, on ne parle pas obligatoirement de documents, on parle de données. Parce qu'on a des bibliothèques d'objets, on a des CDE, des Common Data Environment qu'on appelle, et notre problématique, c'était justement de définir, d'ailleurs on n'a pas tranché, on dit document donné, parce qu'on sent bien que la donnée a de la valeur, pas que pour l'archivage. Dans toutes nos entreprises, actuellement, ils sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de ce data lake, et ce qu'on apporte, c'est ce que vient de dire Jean-Mathieu, c'est notre expertise, c'est notre méthodologie qui va être importante, parce qu'il va falloir structurer, il va falloir la qualifier, mais on voit bien que c'est des sujets qui bougent. Et aussi pourquoi? Parce que derrière, ça va créer de nouveaux services. Et donc, du coup, c'est le monde de demain qu'on est en train de construire. C'est pour ça qu'on continue bénévole. Enfin, je ne sais pas si ça compte. Et là, je rajouterais juste une dernière chose. Pas la raison, donc en effet, on se pose des tas de questions sur l'archivage de la donnée. Mais il y a aussi un constat qu'on fait, c'est que dans les projets qu'on mène dans nos entreprises, il y a quand même une prévalence, une persistance du document, parce que ça reste un élément qui permet de figer l'information, de transmettre l'information. La donnée, oui, pour faire du BIM, c'est génial, c'est un outil qui est hyper utile, qui est très dynamique, qui permet de travailler en collaboration dans l'instant T. Alors, on n'en est pas là dans nos entreprises, c'est l'ambition. Mais en attendant, pour pouvoir se baser sur quelque chose de fiable et engager la responsabilité, on en reste quand même à avoir des documents. Donc oui, la donnée c'est important, pardon. On va dire peut-être plus pour la capitalisation, mais pour l'archivage, on est vraiment encore sur du documentaire. Ouais. J'ai rebouclé sur la définition de mariage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si, pour terminer, si ces sujets vous intéressent, si vous avez envie de venir participer à ces groupes de travaux en commun, je vous encourage à vous rapprocher donc, de Bruno Lalande, le président du CR2PA, mais aussi de Jean-François Bovin, président de la FATC, ou alors de n'importe lesquels des intervenants aujourd'hui qui pourront vous donner plus d'informations si vous voulez venir travailler avec nous sur ces sujets passionnants. Voilà. Et en petit teasing, je suis désolée, c'est ma casquette FATC qui reprend le dessus, désolé les copains. En petit teasing, puisque le règlement IDES a soulevé beaucoup de questions aujourd'hui, sachez qu'il y a un groupe de travail aujourd'hui, un sous-groupe de travail
il y a un groupe de personnes qui travaillent au sein de la FNTC justement à faire des guides explicatifs sur le règlement IDAS, ce qu'il était, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera peut-être demain. Donc on devrait normalement en début d'année vous présenter un voire les 2 premiers guides. Voilà, donc ce sera peut-être mon prochain rendez-vous.